Bienvenue à tous qui nous avaient rejoints. Euh, Bienvenue également aux participants à l'événement, aux personnes qui se présenteront tout à l'heure. Euh, alors, un webinaire Symbriothèque un peu original, hein. Habituellement, les Symbriothèques, c'était des apéros que l'on proposait à la communauté quand se réunir était encore possible. On a décidé de passer en format webinaire cette édition. On espère pouvoir repasser sur des choses plus conviviales à l'avenir. On voulait, et puis ça avait été rendu impossible par le confinement, organiser un webinaire sur ce sujet, innover avec les partenaires publics. C'était prévu en mars et on a été amené à le décaler, à le reprogrammer ce jour pour aborder un sujet important, en tout cas qui prend de plus en plus d'importance pour les startups que l'on accompagne ici à la Technopole, euh, qui est le fait d'avoir des terrains de jeu, des terrains d'expérimentation et des premières références clients dans le secteur public. Le secteur public, c'est des métiers extrêmement divers. C'est des besoins de modernisation, des besoins de développer de nouveaux produits, de nouveaux services. C'est la mutabilité du secteur public, comme le disent les juristes. Et tout ça, ça génère des potentiels extrêmement intéressants pour les startups que l'on accompagne, les startups en général. Et puis les acteurs publics, on va le voir aujourd'hui, ils se mettent aussi de plus en plus en ordre de marche pour expérimenter, pour travailler avec les startups, les entreprises innovantes, en créant des dispositifs ou en suivant l'évolution du cadre juridique au niveau national. Donc pour parler de tout ça et bien envisager toutes les opportunités qu'il y a à collaborer avec le secteur public quand on est une entreprise innovante, on accueille plusieurs participants aujourd'hui. Des startups qui témoigneront de leur expérience avec le secteur public. Donc, François Guirec, Champoiseau de Curity, une startup dont le siège social est à Dinan et qui est aujourd'hui une des startups les plus en vue au niveau national sur le sujet de télémédecine, avec une actualité particulière d'ailleurs pendant la crise sanitaire récente. Donc, bonjour François Guirec. Bonjour à tous. Euh, Votre invitation. qui présentera donc tout de suite son projet sous l'angle de la success story, parce que même si l'entreprise est jeune, elle a quand même beaucoup de choses à revendiquer qui sont plutôt intéressantes. Frédéric Poli est le second participant, vous voyez s'afficher à l'écran. Donc Frédéric, c'est un collègue de Rennes, du Bonjour à pool de tous. la Technopole et de la French Tech de Rennes. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Et tu nous parleras d'un dispositif de lab territorial. Donc, tu nous expliqueras ce que c'est un lab territorial, je suppose aussi, qui est le Rennes Saint-Malo Lab, une démarche portée par le pool et soutenue très fortement par Rennes Métropole, entre autres. En start-up, on aura également Éloan Le Gouge de la société Eldom, qui développe de la lumière sans électricité, tu nous expliqueras ça, et qui a eu plusieurs terrains de jeu avec des collectivités, y compris avec Saint-Brieuc Agglomération. Donc tu nous parleras de la façon dont ton produit est accepté, pris en main et utilisé par le secteur public et des co-développements éventuellement que tu as pu réaliser avec le secteur public. Euh, Bonjour Elouan. Bonjour. Damien Leclerc de Saint-Brieuc Agglomération nous parlera d'un dispositif de commande publique adapté aux startups mis en place par Saint-Brieuc Agglomération depuis quelques années déjà, pour expérimenter et aider les startups à faire des preuves de concept, le dispositif Esprit Startup. Donc, bonjour Damien. Et puis pour finir, on aura le pitch Success Story. C'est une séquence habituelle sur nos événements Saint-Brieuc. Et on reviendra sur le parcours d'une entreprise innovante du territoire qui est DK Innovation, bureau d'études, et puis développeur de solutions innovantes de type robotique ou solutions de gestion de l'énergie basées à Plérin. Et alors le sujet de l'expérimentation avec le secteur public, on verra si tu souhaites rebondir là-dessus, Arnaud. Mais il y a peut-être quelques liens également et des projets en cours dont tu nous feras part. Je ne vais pas être plus long dans l'introduction. Je vais vous proposer, François Guirec, si vous voulez bien, de commencer par vous et du coup par un pitch de Curity pour nous expliquer un peu ce que vous faites
et puis le lien que vous avez pu entretenir avec des acteurs publics pour le lancement de vos solutions. Bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup de votre invitation et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous en dire un peu plus sur l'histoire de Curity. Pour rester peut-être dans la thématique qui nous rassemble aujourd'hui et le fait d'innover avec des acteurs publics, c'est vraiment la genèse de Curity qui est dans cette innovation avec des acteurs publics, puisque Curity, à l'origine, c'était une idée, un principe de télésurveillance des patients chroniques et plus particulièrement des patients atteints de cancer. Mais pour démarrer et avancer vite sur ce projet, quand on a créé la société au mois de mars 2018, on a repéré un appel à projet qui s'appelait Expérimentation d'innovation numérique, qui sera présenté un peu plus tard dans la table ronde, je crois, ou en fin de réunion. Et c'est à l'occasion de cet appel à projet, finalement, qu'on a pu aller très vite, puisqu'on a présenté l'opportunité au CHU de Rennes de collaborer avec nous pour développer un prototype que nous avions designé, mais c'était des maquettes animées. On a eu la grande surprise et le plaisir de voir que la direction innovation d'un gros établissement de soins publics était ouverte à la discussion avec une start-up composée de 2 personnes qui n'avaient pas de produit, qui n'avaient pas de financement et qui avaient simplement une idée avec un prototype animé et un potentiel financement à aller chercher derrière ensemble si l'idée plaisait. Donc moi j'ai pu apprécier vraiment la volonté d'innover, l'ouverture et la souplesse de grosses organisations publiques pour collaborer avec des jeunes, des startups et bénéficier d'outils de financement qui facilitent énormément ce type de collaboration quand on est à un stade très précoce du développement ou d'un projet d'entreprise. Donc pour nous, finalement, ce dispositif-là a été vraiment moteur et nous a lancé dans l'aventure Curity, puisque dès le mois suivant la création, on avait un partenaire CHU pour expérimenter un financement et on a pu itérer à partir de cela très vite sur un certain nombre de succès. Donc la mission de Curity, c'est d'améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer et plus largement de patients atteints de maladies chroniques, puisqu'on s'élargit aujourd'hui au MICI ainsi qu'à d'autres pathologies comme le psoriasis ou la dermatite atopique sévère. Et c'est également de faire progresser la recherche médicale sur ces aires thérapeutiques, principalement en étant positionné sur la recherche en vie réelle, donc comment sont utilisés les traitements innovants dans les établissements de santé en France après avoir été mis sur le marché. Et notre vision, c'est de devenir un acteur leader européen de la donnée de vie réelle à horizon 5 ans. Donc le positionnement de Curity est un positionnement dual, à la fois sur le parcours de soins, améliorer la prise en charge des patients, mais aussi sur la recherche. Et c'est ce positionnement dual qui a été fortement valorisé en novembre 2019, lorsque Roland Berger et Public.io ont réalisé une étude pour le gouvernement sur les GovTech. Et pour le cas des HealthTech, nous avons eu la chance d'être classés parmi les 8 startups qui transforment la santé en France, aux côtés de géants comme Doctolib, l'iPhone ou Okin ou BioSerenity, et alors même que nous étions tout petits, nous avions 18 mois d'existence. Donc avant de rentrer plus spécifiquement dans ce que nous avons fait pour le Covid, pendant la crise du Covid, et je ne parlerai pas de success story, je dirais plutôt que nous avons atteint des points d'étape importants dans le développement de notre entreprise, mais on reste une start-up extrêmement fragile par sa nature, sa condition, avec une visibilité sur notre cash à 12-18 mois maximum. Et donc, le succès est loin encore d'être au rendez-vous. Mais toute l'équipe est à fond engagée dans le développement et c'est plutôt ça qui anime notre moteur. Donc, parmi les étapes clés dans le développement de Curity, il y a eu dans la foulée de ce partenariat avec le CHU de Rennes qui a été permis par la AP Expérimentation d'innovation numérique, une incubation par le groupe AstraZeneca dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Realize dès le mois de juillet 2018. Cette incubation, elle nous a permis de construire tout au long de l'année qui a suivi une offre commerciale, une offre de service pour les laboratoires et en premier lieu pour AstraZeneca,
puisque notre objectif en entrée dans ce programme, c'était évidemment de signer un partenariat commercial avec ce groupe et d'avoir une offre qui soit réplicable pour l'ensemble des acteurs de l'industrie du médicament. Et donc, quelques mois après avoir intégré ce programme, en octobre 2018, on a été sollicité pour répondre à un processus compétitif organisé par Astra visant à sélectionner un partenaire qui accompagnerait avec une plateforme digitale, parcours de soins, télésurveillance, qui accompagnerait le lancement des produits innovants d'AstraZeneca. C'était un besoin marketing important qui suit la stratégie médecine plus services. Alors nous, on était au courant de cette stratégie des laboratoires de vouloir dépasser le statut de simple provider de thérapie innovante et qui souhaite se positionner de façon holistique sur toute la prise en charge d'une pathologie complexe, avec des outils de diagnostic innovants intégrant de l'IA, avec des thérapies innovantes évidemment, mais aussi des outils de télémédecine, télésurveillance visant à améliorer la prise en charge au quotidien des patients. Et donc, on avait ça en tête avant de créer Curity, mais on n'avait aucune idée de comment on allait construire notre offre, segmenter notre offre, pricer notre offre, intégrer des contreparties dans notre offre, quel type de contrepartie, comment. Et donc, c'était l'occasion, dans le cadre de cette incubation, de pouvoir travailler au plus près des équipes d'Astra, comprendre les besoins et petit à petit dessiner une offre qui réponde à ces besoins. En parallèle, on a continué à travailler sur le produit puisqu'on a levé dans les quelques mois suivant la création avec l'AAP, expérimentation d'innovation numérique et d'autres dispositifs dans les 280 000 € de financement non dilutif. Et ça nous a permis d'amorcer le développement de cette plateforme avec une première version qui a été expérimentée à partir de janvier 2019 dans 2 hôpitaux. Et petit à petit, dans l'année qui s'est suivie, de gagner à peu près une vingtaine d'établissements de santé partenaires ou qui commençaient des expérimentations de l'outil. Donc un vrai retour rapide d'établissements de santé intéressés par l'approche singulière que nous avions adoptée pour la télésurveillance. On a également fait le travail de certification de dispositifs, etc. Et on a pu conclure en mars 2020 une petite levée de fonds d'1,2 million d'euros. Alors en equity, au réel, il y a 650 000 € en equity avec des business angels. Et puis ensuite, il y a BPI qui a abondé de 400 000 via une aide d'innovation et nos banques, ainsi qu'un prêt relais de BPI qui ont compté pour 200 000 € également. Donc voilà pour les grandes étapes et on a pu enfin conclure nos négociations avec le groupe AstraZeneca en France au mois de mai 2020, après un an de discussions, d'aller-retour et de négociations un peu ardues à la fois sur le périmètre et sur le pricing du partenariat. Et donc, on a conclu un contrat à 700 000 € sur 18 mois avec la filiale France d'AstraZeneca sur le périmètre poumon et ovaire. Et on a eu la chance, dans la foulée de cet accord, de répondre à un appel d'offres d'AstraZeneca Europe, on avait en réalité opérationnellement un peu démarré en avance le partenariat avec Astra France, et ils nous ont demandé de répondre à un appel d'offres pour l'Europe, et la filiale espagnole a répondu présent et a signé également pour un contrat équivalent un partenariat avec nous et va accompagner notre développement en Espagne. Et en parallèle, on a répondu également à un appel d'offres de la Coalition Innovation Santé pour obtenir le soutien institutionnel des laboratoires Ipsen et Servier, avec lesquels on négocie en ce moment avec chacun d'eux un contrat de partenariat plus large au niveau du marketing ou du market access sur des études en vie réelle. Et donc, pendant le Covid, ce qu'on a fait, peut-être je vais vous passer notre vision à 5 ans. Notre vision à 5 ans aujourd'hui, c'est d'être positionné sur une dizaine de maladies chroniques, c'est d'avoir engagé 60 000 patients dans la plateforme, d'être positionné également dans 5 pays européens. On a la chance d'avoir un labo qui accompagne notre déploiement en Espagne. Il y a également Unicancer, qui est l'acteur leader de la recherche en cancérologie, qui a formé un partenariat, enfin un consortium avec nous
qu'on a déposé début juin à la Commission européenne pour un financement H2020 qui vise à déployer à l'échelle de 4 pays européens, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, une cohorte prospective sur le cancer du sein pour évaluer en vie réelle les options et les moyens thérapeutiques dans les différents pays concernés. Donc, on va avoir la chance d'être accompagné dans le développement européen, à la fois par un projet académique d'ampleur, s'il est financé, et par un premier industriel en Espagne, 2 ans après avoir créé la société. On prévoit de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, et d'ici 2025, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà pour le stade actuel de développement de Curity. Et je peux vous parler maintenant un petit peu plus de ce qu'on a fait pendant le confinement et pour la crise du Covid. Donc, ce qu'on a vu pendant la crise du Covid, c'est que très vite, en fait, le besoin de télésurveillance des patients qu'on allait laisser à domicile, déjà tous les acteurs de la télésurveillance ont eu l'idée d'intégrer des protocoles de suivi de la symptomatologie du Covid et de faciliter cela pour les centres avec lesquels on travaillait déjà. Et en réalité, il y a eu un acteur qui, avec l'Agence régionale de santé à Paris et la PHP, a préempté, entre guillemets, le besoin de télésurveillance hospitalier, c'est-à-dire que les patients qui allaient à l'hôpital, qui étaient renvoyés chez eux, allaient utiliser une solution, un dispositif très particulier, puisqu'il était financé par l'État. Et il consistait à avoir des centaines de médecins qui répondaient au téléphone, qui rappelaient les patients à partir de données remontées par une application. Et donc, ce n'est pas une entreprise privée qui peut reproduire ce type de schéma. J'ai tout de suite senti que le besoin à adresser, enfin, ce besoin-là était évidemment adressé et qu'il fallait répondre à d'autres besoins, et notamment le besoin des plateformes de télémédecine. Puisque les plateformes de télémédecine, pour celles qui travaillent selon un modèle porté par les mutuelles, qui financent des médecins sur plateau pour donner du temps médical aux patients qui ont leur mutuelle, et je pense par exemple au modèle de Médecins Directs, qui est la filiale française de Teladoc, eh bien, vous avez eu une augmentation très significative du nombre de téléconsultations, de sollicitations de ces médecins, qui se sont sentis obligés, et c'est normal, et ce n'est pas la même approche que des médecins libéraux qu'on va téléconsulter une fois ponctuellement, ou un médecin de ville qui est en libéral, qui se sont sentis obligés de télésurveiller tous ces malades qui venaient à eux et qui étaient suspects d'un Covid. Et donc, on a travaillé avec l'Institut Pasteur, qui a formé un groupe de travail de télémédecine pour intégrer un protocole de suivi des symptômes à domicile des patients Covid. Et on a en parallèle fait une interopérabilité de Curity avec la plateforme de téléconsultation de Médecins Directs pour que les milliers de patients qui se sont manifestés auprès de Médecins Directs puissent être inclus en quelques clics, en un clic finalement avec une interop, dans le dispositif Curity, et être télésurveillés quotidiennement pendant une quinzaine de jours, voire un mois, et suivre l'évolution de la maladie et éventuellement déclencher une prise en charge hospitalière lorsque nécessaire. La limite à ce type d'approche, c'est que finalement, au début mars, quand les algorithmes ont été conçus, on avait une connaissance de la maladie extrêmement faible. Et quand je dis on, c'est les autorités de santé, ce sont les médecins qui étaient à la manœuvre pour définir les algorithmes de prise en charge sur ce type d'approche. Et finalement, avec le recul, on se rend compte que il y avait des choses extrêmement graves qu'on ne cherchait pas à détecter au départ, et on avait comme critère de gravité au départ de cette approche de télésurveillance et de suivi des malades uniquement l'essoufflement et la dyspnée, les difficultés à respirer et la perte de souffle. Et ça, finalement, c'est un stade de la maladie extrêmement grave déjà, qui nécessite une hospitalisation en réanimation tout de suite, puisque les patients se dégradent très 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 vite quand ils ont atteint le stade de l'essoufflement. Donc, il aurait fallu envisager des prises en charge hospitalières beaucoup plus tôt que le stade de l'essoufflement ou de la fièvre à 40 degrés quand elle arrive à 40.
Donc voilà pour mon retour d'expérience là-dessus. La satisfaction qu'on a, c'est que on a pu rendre service à une plateforme de télémédecine et télésurveiller à peu près 3000 malades atteints de Covid, que ça a renforcé voilà, la notoriété de Curity à certains égards sur notre capacité à travailler avec d'autres acteurs privés pour apporter une proposition de valeur supérieure à ce que certains isolément peuvent proposer à des patients ou des soignants. Et ça a renforcé aussi notre conviction de vouloir travailler main dans la main avec des acteurs qui proposent des offres complémentaires de la nôtre. Donc, ce qu'on a fait pour le Covid, on a essayé aussi de le faire dans un contexte de Covid pour notre cœur de cible, à savoir les patients chroniques en cancérologie. Et pour ça, on a proposé à AstraZeneca de communiquer, de lancer un projet de plateforme intégré permettant donc de proposer la téléconsultation entre les spécialistes et les malades à un stade où les patients chroniques ne venaient plus à l'hôpital et ont limité les déplacements à l'hôpital. Et également le fait de pouvoir proposer un accompagnement d'infirmières libérales. Donc, on a coalisé avec CARE et Libéraux nos forces et on a fait cette communication avec un financement prévu par Astra pour financer l'intégration de nos outils et avoir une proposition de valeur qui se résume comme suit: soins infirmiers à domicile proposés par des infirmières libérales via le réseau Libéraux, télésurveillance Curity et téléconsultation CARE. Alors après, se posent beaucoup de questions sur le caractère opérationnel de ce type d'approche, puisqu'il y a des équipes qui vont se chevaucher pour le déploiement de la plateforme et il faut réaliser les intégrations dans des délais rapides et parfois les projets ne sont pas prioritaires pour les uns ou pour les autres, enfin sont moins prioritaires que d'autres. Donc il faut pouvoir jongler ensuite avec tout ça. Mais voilà pour notre expérience sur la crise du Covid. J'en dirai pas plus. Je crois que j'ai un peu dépassé le temps. Merci beaucoup. On vous a écouté avec attention. C'est peut-être pas une success story si votre modestie vous conduit à refuser les termes, mais c'est quand même un sacré track record de collaboration et de développement de projet. Et donc, je pense que ça fixe de manière assez intéressante le cadre de notre échange d'aujourd'hui, même si c'est très contextualisé dans le secteur de la santé. Je vous invite du coup, François Guéric, à rester avec nous et puis à réagir éventuellement à ce que vous entendrez par la suite. On passe sur une séquence alors, qui en webinaire a peut-être un peu moins de sens, mais de table ronde. En tout cas, on va essayer de se faire croiser les regards et les interventions avec, donc on vous garde François Guirec, avec Frédéric, Élouan et Damien. Peut-être en première approche, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à votre tour, sans énormément de détails, mais vous présentez-vous et puis vos structures. Peut-être en commençant par Frédéric. Donc, bonjour à tous, Frédéric Poli. Donc, moi, je travaille au Pool. Donc, le Pool, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est assez récent comme nom, c'est la technopole de Rennes et de Saint-Malo, qui était préalablement nommée Rennes Atalante. On a fusionné avec la French Tech Rennes Saint-Malo. Donc, le Pool a deux labels, Technopole et Capital French Tech. Et dans le cadre du Pool, donc notre mission, comme beaucoup de technopoles, enfin comme les 7 technopoles de Bretagne, la mission première, c'est l'accompagnement à la création des entreprises innovantes. Mais au niveau de Rennes, on a depuis 2015 un dispositif d'expérimentation Rennes Saint-Malo Lab que je vous présenterai tout à l'heure. Ça marche, merci. Élouan, par exemple. Donc bonjour, donc moi c'est Éloine Legouge, donc je suis le cofondateur de la société Eldom. Nous, notre cœur de métier, c'est la création de lumière sans électricité à partir de la photoluminescence. Donc je le rappelle, la photoluminescence, c'est un phénomène qui est obtenu à partir de minéraux qui vont avoir la capacité d'absorber la lumière et puis d'ensuite la restituer dans l'obscurité. Et je pourrais vous en dire un peu plus par la suite. Tout de suite, ouais. Et Damien. Oui, bonjour. Donc moi, Damien Leclerc, donc en charge du développement économique à l'agglomération, notamment sur l'implantation des entreprises, et puis qui a initié la démarche de l'esprit startup qu'on a lancé il y a 2 ans aujourd'hui, et puis qu'on va vous présenter un petit peu rapidement tout à l'heure. Ça marche. Merci à tous. Du coup, l'idée de cette table ronde, c'est de donner un petit peu
de cadre et de compréhension sur la façon d'expérimenter entre une entreprise innovante, une start-up et un acteur public. Éventuellement voir aussi ce qu'il y a derrière l'expérimentation, comment cela peut se dérouler ensuite, comment on peut déployer, massifier et rentrer dans les logiques de commande publique. Donc, peut-être pour commencer, c'est à toi, Eloane, que j'adresserai la question. Est-ce que tu peux nous redonner un peu l'arrière-plan d'Eldom et nous parler de quelques cas de co-développement avec des acteurs publics? Pour expliquer un peu notre activité, donc voilà, donc nous on est spécialisé donc dans la photoluminescence, donc la lumière sans électricité. Donc nous on s'est développé autour des axes de la prévention, de l'accessibilité, de la sécurité et de l'environnement. Donc notamment auprès des collectivités, des entreprises industrielles et des pôles médicaux. Donc à titre d'exemple, une collectivité qui souhaite réaliser des économies d'énergie va couper son éclairage et ensuite va faire appel à nos services pour la réalisation d'un balisage photoluminescent. Donc en plus de l'économie d'énergie, on va également parler de respect de l'environnement, car la photoluminescence n'émet absolument aucune pollution lumineuse. Et à partir de ces solutions photoluminescentes, on va également parler d'économie sur les travaux d'infrastructure, enfin sur les infrastructures, parce que du coup, je le rappelle, la photoluminescence est un phénomène naturel et qui ne nécessite aucun gros travaux d'installation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tranchées, pas besoin de câblage, etc. Donc justement, donc c'est l'occasion par le biais de ce webinaire de présenter quelques réalisations voilà, qu'on a pu faire avec l'agglomération de Saint-Brieuc. Donc les réalisations, elles sont installées sur le site de Caraya et sur le site de la Cité des Métiers. Donc c'est au niveau de la Technopole, donc au niveau du site Ispaya également. Donc voilà, en l'occurrence, pour expliquer le contexte, donc le site de Caraya était totalement dépourvu d'éclairage. Et c'est pour ça justement qu'avec le programme Esprit Startup de l'agglomération, ça nous a permis justement de réaliser un projet grandeur nature sur le territoire. Donc justement, donc là j'ai quelques photos. Donc là en l'occurrence, donc sur le chantier Caraya. Alors je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ok, c'est bon, ça part. Donc là typiquement, donc on est sur une solution donc avec le principe de la résine gravillonnée photoluminescente. Donc c'est une solution qui est durable. Donc simplement pour accompagner justement les propos avec quelques chiffres, le budget pour équiper notamment ici le site de Caraya en éclairage électrique était d'environ 80 000 euros. Et aujourd'hui, on a installé une solution économique, éco-responsable et durable à un prix 5 fois inférieur au budget prévu d'un éclairage électrique. Donc voilà, donc on est sur des solutions plutôt économiques en termes d'utilisation, mais aussi en termes d'installation. Donc un autre exemple sur donc voilà, donc là je vais passer ici sur donc voilà un autre exemple sur le site de Caraya. Alors ça m'a un peu de temps à charger. Ouais. Voilà, ok, c'est bon. Donc voilà un autre exemple typiquement. Donc là on se retrouve totalement dans le noir et à partir des solutions photoluminescentes, voilà, on arrive à créer un balisage efficace et performant. Et donc du coup, bah là, donc sur le site Ispaya, donc au niveau de la Cité des Métiers, donc voilà, même principe. Voilà, on est venu habiller totalement le site, donc le site, donc avec, donc toujours pareil, donc du balisage photoluminescent. Et ensuite, voilà, je voulais venir sur une autre réalisation qu'on a effectuée avec, donc sous forme d'expérimentation avec l'agglomération de Saint-Brieuc. C'est justement la mise en valeur et la mise en sécurité des abribus et points d'arrêt en milieu rural. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, donc les abribus sont totalement dans l'obscurité, donc ils sont relativement très dangereux. Et c'est pour ça que grâce aux dispositifs photoluminescents et réfléchissants, on parvient justement à sécuriser les utilisateurs et surtout les rendre visibles. Donc là, comme on peut le voir sur les photos, donc on a la partie luminescente, voilà, qui va permettre de faire de la mise en valeur sur les abribus. Et ensuite, sur la photo de droite, on a donc l'aspect réfléchissant qui va permettre donc d'augmenter aussi la visibilité, notamment auprès des automobilistes et aussi au niveau des conducteurs de bus, qui puissent repérer très facilement déjà les abribus et donc du coup les utilisateurs. Et là, on a reproduit le même principe
voilà, sur la partie point d'arrêt, qui souvent les points d'arrêt sont vraiment sur le bord de la route, qui est généralement très enherbé. Donc là, on a réalisé une dalle photoluminescente. Donc du coup, on peut voir justement les personnes qui y sont présentes, et toujours pareil, accompagné d'un dispositif réfléchissant. Donc c'est la partie voilà qui brille au contact des phares des véhicules. Donc voilà sur la partie expérimentation avec l'agglomération de Saint-Brieuc. Et sinon, Eldom se décompose sur une deuxième partie auquel on a créé justement un département santé, donc qui s'appelle Eldom Santé, auquel on intervient dans les établissements de santé, donc notamment les EHPAD. Donc on a conçu un kit confort de nuit. Donc c'est un kit confort de nuit photoluminescent qui s'installe dans les chambres des résidents. Et l'objectif, c'est de faire de la prévention des chutes. Donc en fait, on vient accompagner les résidents du lit jusqu'aux toilettes et des toilettes jusque dans leur lit en limitant au maximum les risques de chute. Et en même temps, grâce à la photoluminescence, on obtient des effets apaisants et thérapeutiques sur les résidents. Donc voilà, donc la jeunesse, le projet a débuté avec une expérimentation en centre hospitalier, donc avec celui de Tréguier et son laboratoire d'innovation. Et justement, donc par la suite, donc c'est une expérimentation qui a duré à peu près 1 an et demi, et ce qui nous a permis justement de mettre le produit sur le marché. Donc aujourd'hui, on commercialise la solution au niveau national par le biais d'Harmonie Médicale Service. Et donc, on a aussi un projet collaboratif sur un projet européen. Donc voilà, pour pousser l'expérimentation donc de la photoluminescence sur les personnes atteintes d'anxiété. Donc voilà les grandes lignes sur Eldom. Ça marche. Merci beaucoup, Eloane, pour cette première approche. Il y a beaucoup de choses déjà. Peut-être tu nous parlais de l'expérimentation menée avec Saint-Brieuc Agglomération. Faisons le lien directement avec le dispositif Esprit Startup et toi, Damien. Comment, du côté de l'agglo, vous vous êtes retrouvé à vous intéresser à cet acteur-là et comment vous l'avez fléché vers ce dispositif? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bon, bonjour. Et ouais, en effet, en fait, c'est le dispositif Esprit Startup, on va le présenter en détail, mais juste pour revenir sur le partenariat avec Eldom, c'est avant tout une rencontre qui a fait naître le projet, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, nous, on est parti d'une problématique, comme l'a dit Elvan tout à l'heure, on est parti d'une problématique, on avait une problématique d'éclairage sur l'extérieur pour la sécurité, pour accéder au parking, au stationnement. Et en fait, de mettre de l'éclairage, donc déjà, c'est un coût annuel. Donc, c'était pas loin de 80 000 €. Donc, on s'est intéressé à d'autres solutions, donc notamment des solutions existantes sur notre territoire. Et tout ce que proposait Eldom répondait parfaitement à notre attente. Donc, du coup, on allait encore plus loin. On a fait ça sur d'autres sites. Et on avait regardé si dans d'autres compétences de l'agglomération, compétences transport notamment, ou d'autres, il pouvait avoir aussi une possibilité pour Eldom de travailler. Donc, ça s'est un peu étendu avec les bus, avec des communes, et on espère que ça ira encore plus loin demain, quoi. Après, voilà, Okay. sur le dispositif Esprit Startup, c'est vraiment ça, c'est que la collectivité soit dans l'esprit Startup, c'est-à-dire qu'elle soit innovante, qu'elle soit originale, qu'elle soit aussi rapide. C'est aussi ça la volonté, c'est que les projets, on ne veut pas qu'ils soient trop longs non plus et qu'il y ait des vraies difficultés à se mettre en place. Donc l'idée, c'était vraiment un projet très souple et qui puisse se mettre en place. Donc le concept, tu peux peut-être passer les diapos suivantes, celle encore après, voilà. Ouais, juste celle d'après, voilà. Donc l'idée, voilà, vous l'avez devant vous, c'est le dispositif, c'était les besoins des startups. Elles sont souvent, on s'est rendu compte de ça, et la Technopole nous l'a, enfin, ce développement nous en a fait souvent part. Les startups avaient des besoins de tester leur techno, leur process, d'avoir surtout une référence client, comme quand on démarre, souvent les premiers contrats, c'est ceux-là les plus durs à avoir. Donc, on s'est trouvé dans ce comité-là en se disant, si on aide nos startups à se développer, c'est aussi en étant un premier client, une première référence client, et en leur donnant de la visibilité avec la communication sur le partenariat. Pour l'agglomération, c'était aussi une démarche plutôt de marketing territorial, c'est-à-dire que comment on peut faire venir des startups sur notre territoire, c'est avant tout en aidant les startups de notre territoire à se développer et à communiquer sur leur succès qu'on en fera venir. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là de gagnant-gagnant, et avec là, ouais, tu peux passer la diapo du coup.
Et donc, comment ça se passe le dispositif Esprit Startup? C'est pas forcément que en étant client partenaire de la startup, c'est aussi en mettant des infrastructures à disposition ou dans nos différents champs de compétences, hein, que ce soit les transports ou si par exemple une startup a besoin d'un morceau de route ou d'accès à une piscine ou autre pour tester une techno, tester tout ce qu'ils peuvent mettre en place. Et ben nous, on favorise ça. Donc, soit on leur donne un accès à la piscine, à un morceau de route ou à un parc d'activités. Enfin voilà, on favorise ça. Donc ça peut être par des besoins de bâtiments aussi. Par exemple, si on a des anciens bâtiments, si on veut tester aussi, pareil, une nouvelle technologie sur les matériaux, sur la déconstruction, etc. Et ben on peut accéder à des différents bâtiments qu'on a, quoi. Donc, c'est vraiment cette mise à disposition d'infrastructures, de données ou autres qu'on propose aux startups du territoire. Et quand je dis startup, c'est vrai qu'on propose à tous les acteurs innovants. C'est vrai que l'innovation, elle n'est pas que dans les startups, elle est aussi dans les associations, dans les entreprises, dans plein de domaines. Donc, le dispositif Esprit Startup, c'est vraiment pour tout le monde, hein. C'est pas que pour la jeune startup, que dans la tech exclusivement. C'est vraiment ouvert à tous, quoi. Ça marche. Bon, merci beaucoup pour ces éléments de première approche. Est-ce que tu peux nous dire, au-delà du cas Eldom qui a été décrit par Elbron, avec qui d'autre il y a eu des Ouais, bah, références et quelle est l'expérience, quel est le retour d'expérience pour vous sur ces collaborations? ouais. Donc, c'est un jeune dispositif, hein, ça fait à peine 2 ans que c'est en place. On a démarré avec l'entreprise de Knows & Co, donc qui fait du diffuseur psycho-olfactif. On l'a testé à l'accueil de notre office de tourisme pour que ça soit testé par nos collaborateurs, mais également par les visiteurs de l'office de tourisme avec différentes senteurs, hein, tout simplement qu'on avait sur ce site-là. Donc lui, c'est pareil, ça a été un super effet levier, super intéressant pour démarcher d'autres collectivités, d'autres offices de tourisme partout en France, parce que il avait une vraie première référence client qui était solide. Et pour nous, c'était aussi super intéressant à l'office de tourisme d'avoir des remarques des visiteurs qui trouvaient ça assez original d'avoir une startup qui propose cette technologie-là, quoi. Donc on l'a fait avec eux, on l'a fait avec Wally sur le tri, hein, sur cette application qui aide et qui favorise le tri des déchets. On l'a fait récemment là, avec Immersion Tools qui fait de la réalité virtuelle. Donc ça va être, en fait, c'est des masques, hein, de réalité virtuelle qu'on va mettre dans nos accueils à l'office de tourisme pour découvrir le territoire avec des vidéos, également des photos, mais également pour nous au développement économique sur des salons, sur différents endroits où on peut aller. Par exemple, quand on va sur Paris, et on pourra faire découvrir en réalité virtuelle le territoire à présent. On l'a fait également avec Vitality, donc encore sur un tout autre chose. C'était vraiment, eux, ils font du café, tout simplement, du café été avec des principes actifs. Et avec Vitality, alors comment une collectivité peut entrer dans un partenariat comme ça? En fait, tout simplement, c'est-à-dire qu'on a aussi des agents, on a près de 700 agents. Donc, on a fait tester le café et l'été donc en une durée de 3 mois. Donc là, on l'a lancé un petit peu avec le confinement, ça se prolonge comme test. Mais on a acheté du café et du thé pour voir avec une enquête, hein, derrière auprès de nos collaborateurs pour savoir si les principes actifs, ils avaient bien les effets qui étaient attendus par l'entreprise. Si ils changeaient aussi de modèle économique Vitality, donc ils allaient plus sur la vente en ligne, donc voir également si nos collaborateurs sont prêts à faire de l'achat en ligne, voir les modes de comportement, leur réaction par rapport à l'emballage, au type d'emballage également qui était proposé. Donc ça aide, ça fait un retour utilisateur, un retour client qui permet à Vitality d'adapter en fonction son concept, quoi. Et donc, voilà un peu les principaux partenariats qu'on a fait, hein. On en a 4-5 et avec Eldom qu'on a évoqué tout à l'heure. Ok. Je voulais dire pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, vous pouvez poser vos questions aux intervenants. On les traitera peut-être dans un second temps, mais vous pouvez les poser via le chat. Il y a une petite bulle de bande dessinée dans l'outil que vous devez voir et vous pouvez poser vos questions donc à Damien par exemple par ce biais-là. Comment pour des entreprises qui seraient intéressées, donc déjà est-ce que c'est ouvert à des entreprises hors Saint-Brieuc agglomération, qui n'auraient pas leur siège social ici, mais je crois que c'est le cas d'une entreprise qu'on a avec nous aujourd'hui. Et puis comment initier en fait, comment démarrer une expérimentation de ce type-là avec Saint-Brieuc agglomération?
Alors, c'est ouvert essentiellement, en effet, aux entreprises sur notre territoire, hein, ou alors celles qui ont un projet de venir sur le territoire. Après, comment démarrer? En fait, c'est avant tout, faut appeler, faut qu'on se rencontre, faut qu'on échange, faut qu'on voit les opportunités. On n'a jamais du 100%, tous les projets ne vont pas au bout, mais globalement, on arrive souvent à trouver une solution pour rentrer dans ce dispositif-là. Donc, là-dessus, c'est juste à échanger et puis à voir le champ des possibles ensemble, quoi. Ça marche. J'en profite pour faire une petite intervention de remise en contexte sur le sujet de la commande publique, puisque donc vous utilisez un levier de commande publique avec le dispositif Esprit Startup. Plus largement, la commande publique, elle aussi, elle réfléchit, elle essaye de s'adapter au sujet de l'innovation. Hop, et je vous ai préparé un slide sur le sujet pour faire le point très rapidement, alors sans être juriste, commande publique, hein, mais pour aider à recontextualiser. En fait, la commande publique, pour les béotiens, vous ne m'en voudrez pas, hein, pour les gens qui connaissent bien le sujet, je fais du très très simple. La commande publique, elle est régie par des règles, entre autres pour assurer l'intégrité et les conditions d'une vraie concurrence pour les fournisseurs du secteur public. En gros, c'est des règles en France et en Europe qui font correspondre des seuils de dépenses à des degrés de contraintes divers et variés dans la façon pour la collectivité de passer commande. Il faut se dire que les plus petits marchés, donc notamment ceux inférieurs au chiffre clé qui est aujourd'hui de 40 000 euros depuis le début de l'année, sont les moins contrôlés, les moins sujets à des procédures complexes de mise en concurrence et de publicité. C'est aussi ceux sur lesquels il est le plus facile d'expérimenter une solution innovante, quelque chose pour lequel il est difficile de définir un cahier des charges, d'ouvrir un appel d'offres, etc., etc. Donc, si vous avez des produits, des services innovants à proposer aux collectivités, ça peut être intéressant d'envisager ces premières étapes sous ce chiffre-là d'une commande de 40 000 euros. Après, il y a des choses un peu plus structurées pour les projets de R&D plus volumineux. C'est des aménagements juridiques au régime des marchés publics. Donc, il est précisé que les marchés de R&D ne sont pas soumis aux règles de la commande publique si ce sont des marchés purement de R&D. C'est-à-dire que une collectivité peut commander des choses autour d'un prototypage, par exemple, ou d'une étude assez amont. Par contre, elle ne pourra pas passer commande de la pré-série ou de la série ensuite. Elle devra, au moment où elle commandera effectivement un produit fonctionnel, industrialisé, elle devra repasser par la commande publique et du coup, le cas échéant, les mises en concurrence, etc. Mais si vous développez, si l'objectif c'est vraiment de faire de la recherche assez amont, donc assez loin de l'industrialisation ou éventuellement d'aller jusqu'au prototype et de s'y arrêter, il y a des possibilités de travailler de gré à gré avec une collectivité donc, qui aurait des besoins de recherche assez amont. Et puis, il y a un dispositif cadré par le droit européen de partenariat d'innovation. Ça, c'est un dispositif un peu plus complexe, avec des règles formalisées, donc des règles de mise en concurrence, etc., mais qui permettent de faire travailler plusieurs entreprises sur un même sujet, de les faire défricher en parallèle un même sujet d'innovation, donc notamment d'innovation technologique. Et puis, une fois qu'on a passé des seuils, qui sont des seuils de preuve de concept, oui, de prototypage, de première validation, on passe, on retient les mêmes acteurs et on passe sur un appel d'offres, une remise en concurrence, mais on a pu faire travailler en phase amont plusieurs acteurs sur un même sujet en payant, y compris chacun de ces acteurs pour ces travaux de R&D. C'est quand même des choses assez structurées pour des projets qui représentent des gros volumes financiers. Dernière chose, et je termine avec ça, depuis 2018, il y a un dispositif qui s'appelle l'expérimentation achat innovant,
qui est une dérogation aux règles de la commande publique qui permet une dispense de publicité et de mise en concurrence pour les achats innovants de tout type inférieurs à 100 000 euros. C'est une expérimentation qui court jusqu'à décembre 2021. Je crois qu'au début de l'année, là, donc en gros sur 2019, parce que ça a commencé à la fin 2018, nationalement, il y avait 56 expérimentations qui avaient été remontées par ce biais-là. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce dispositif, c'est que ça vise les expérimentations non seulement très techno, mais aussi celles plutôt d'organisation, mode de commercialisation, enfin une définition assez large de l'innovation au final. Et puis, il y a à nouveau donc pas de mise en concurrence là-dessus. Donc, vous pouvez en parler à vos interlocuteurs publics si vous souhaitez, examiner la possibilité d'être soutenu par la commande publique. Alors, je vois qu'il y a une question d'Hervé sur ce sujet. Les règles de marché public interne aux collectivités sont parfois au-delà de la réglementation nationale. Par exemple, sur le seuil de 40 000, cela pourrait-il être allégé dans le cadre d'une approche de commande sur un nombre de prestations ouvertes à l'innovation? Je ne sais pas, Damien, si tu souhaites apporter un éclairage là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà du droit, en effet, les collectivités, notamment locales, peuvent être différemment processées et avoir une ouverture d'esprit plus ou moins grande. Elles peuvent mettre un niveau de contrainte plus fort que le national, ce qui n'est pas forcément le meilleur des choix si on veut s'ouvrir aux startups, mais les collectivités sont bien entendu libres d'aller ou pas sur les dispositifs d'achat public innovants que j'évoquais à l'instant. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En effet, si le droit a défini les choses de manière homogène au niveau national, la pratique peut être encore différente au niveau local. Mais je ne vais pas plus loin là-dessus. C'est important de donner quelques éléments, il me semble, sur la commande publique. Et puis, je vous propose d'avancer, puisque le temps file, d'avancer sur un projet qui est emblématique en matière de travail entre le secteur public local et les collectivités, qui est le Rennes Saint-Malo Lab. Et du coup, je te propose de te passer la parole, Frédéric. Et je vois que tu as un support pour évoquer le laboratoire d'expérimentation territoriale de Rennes Saint-Malo que tu animes. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Comme le disait Julien, donc je vais vous présenter Rennes Saint-Malo Lab. Donc Rennes Saint-Malo Lab a été créé en 2015 à l'initiative de Rennes Métropole, donc l'agglomération rennaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient régulièrement sollicités par des entreprises innovantes du territoire qui souhaitaient tester leurs produits avec la collectivité et il n'y avait pas de solution, on va dire, ad hoc à leur proposer. Et donc, ils ont voulu industrialiser ce dispositif, enfin, cette réponse aux jeunes entreprises innovantes. Et donc, on a créé Rennes Saint-Malo Lab. Donc, ça consiste en quoi? En fait, l'expérimentation, j'adore ce petit schéma, c'est j'ai testé un produit ou un service dans ma baignoire et il faut que je le mette dans une piscine. Donc, comment je fais? C'est ça, pour nous, le concept de l'expérimentation, c'est de passer à l'échelle du terrain réel de jeu de l'entreprise. Donc, donc voilà, donc c'est ce qui est important dans le concept Rennes Saint-Malo Lab, c'est que l'entreprise, elle ne doit pas déjà avoir commercialisé sa solution. C'est vraiment avant la phase de commercialisation. Et pourquoi? Parce que l'expérimentation, pour nous, ça permet d'améliorer et de valider la solution. Je vous donnerai peut-être des exemples tout à l'heure, de mesurer l'intérêt aussi pour future offre et d'aligner les produits sur des besoins réels. Je vais prendre un exemple. On a eu une expérimentation avec un EHPAD à Rennes et pour détecter les chutes de personnes âgées. Et l'entreprise qui avait développé une solution, donc a installé son dispositif dans une chambre d'une personne de l'EHPAD. Et au bout de 2 jours, la directrice de l'EHPAD nous a rappelé en disant ben non, on ne peut pas laisser ça, il y a trop de détection de fausses chutes. Donc ils ont repris leur équipement, ils l'ont remis en R&D, pardon. Ils ont réinstallé après avoir retesté et refait une phase de validation.
Et là, donc tout se passait bien. Et donc à la fin de l'expérimentation, la directrice nous a dit, bah, c'est parfait, ça fonctionne très très bien. Par contre, j'ai deux choses que je souhaiterais voir et qui évoluent. Premièrement, la solution qui lui était proposée était fixée au plafond d'une chambre. Donc ça veut dire que il faut que la personne qui chute soit dans cette chambre-là, sinon elle n'est pas visible. Et le deuxième point, c'était la solution était vraiment trop chère pour un EHPAD qui, comme tout le monde le sait, n'a pas beaucoup d'argent. Donc l'entreprise a remis en R&D sa solution pour redévelopper quelque chose de plus acceptable pour l'EHPAD. Donc je répète pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Donc pour nous, c'est une question d'échelle, donc l'expérimentation. Donc je pense que ça paraît assez clair. Ensuite, tester, ça permet d'améliorer et de valider les solutions, etc., etc. Et ensuite, donc je vais vous présenter quelques exemples d'expérimentation qu'on a pu organiser. Moi, pratiquement, toutes les expérimentations que j'ai accompagnées, c'était soit avec les deux collectivités Rennes Métropole ou Saint-Malo Agglomération, soit avec des organismes publics comme le CHU ou d'autres établissements publics. Donc l'expérimentation qui me semble vraiment la plus emblématique et qu'on a accompagnée, c'est Smart Saint-Sulpice. Je vais vous présenter avant un petit show. Donc quand on a démarré, pour expliquer aux entreprises et aux territoires qui veulent tester, on avait créé un petit motion design. Claire est à la tête d'une entreprise qui souhaite lancer un produit ou un service innovant. Mais elle se pose encore des questions avant la commercialisation. Le produit ou service correspond-il aux attentes des utilisateurs? Est-il techniquement abouti? Le modèle économique est-il adapté? Si seulement elle pouvait le tester grandeur nature avant sa mise sur le marché. Rennes Saint-Malo Lab est là pour vous aider à répondre à ces questions. Rennes Saint-Malo Lab met à disposition des entreprises un terrain de jeu grandeur nature pour tester leurs produits ou services innovants en conditions réelles d'utilisation. Pour chaque domaine d'expérimentation, Rennes Saint-Malo Lab vous ouvre l'accès à l'espace ou aux bâtiments publics adaptés. Pour la ville connectée, les rues, les parcs, le métro, les gares. Pour la santé, les hôpitaux. Pour les personnes âgées, les maisons de retraite. Pour l'éducation, les écoles ou les campus universitaires. Pour le domaine maritime, les ports de Saint-Malo. Pour l'agriculture ou l'élevage, les terres et exploitations agricoles. Claire rencontre un conseiller de Rennes Saint-Malo Lab. Frédéric va l'accompagner dans l'analyse et le montage de son expérimentation. Ensemble, ils vont identifier l'espace ou le bâtiment le plus adapté pour tester sa solution, mais aussi organiser l'expérimentation. L'expérimentation peut maintenant commencer. Claire fait tester sa solution par des utilisateurs. Pendant cette phase, Claire recueille l'avis des utilisateurs sur le prix de sa solution. Elle ajuste techniquement son produit ou service. Elle mesure l'intérêt de ses clients pour sa future offre, ce qui lui permet d'adapter son modèle économique. Claire va mettre à profit cette expérimentation comme première référence pour convaincre ses futurs clients, sécuriser la mise sur le marché de sa solution et accélérer son développement. Testez vos innovations avec des utilisateurs en conditions réelles. Rennes Saint-Malo Lab, l'innovation grandeur nature. Merci pour la vidéo, elle est éclairante. Ouais, donc voilà ce qu'on a fait donc depuis 2015 et il faut savoir pour nous, dans notre concept d'expérimentation, le coût de l'expérimentation, enfin c'est ce que souhaitait Rennes Métropole, est totalement à la charge de l'entreprise qui expérimente. Donc ça veut dire qu'elle va dépenser de l'argent pour expérimenter, elle n'en aura pas gagné puisque c'est avant la phase de commercialisation. Donc pour résoudre cette équation un peu difficile, Rennes Métropole nous a incité à créer un fonds d'avance remboursable pour soutenir les entreprises qui vont expérimenter. Donc une entreprise qui veut expérimenter, elle monte un budget de son expérimentation, combien ça va lui coûter, et à partir de ce budget, on va pouvoir lui attribuer une avance remboursable d'un montant maximum
de 50% de son coût d'expérimentation, limité à 50 000 €. Donc depuis 2015, on a accompagné, il y a eu 20 avances remboursables qui ont été délivrées pour un montant moyen de 24 000 € et une durée de différé de 24 mois et une durée de remboursement en moyenne de 24 mois également. Donc voilà ce que je peux vous expliquer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport aux différents services des collectivités, pour les sensibiliser, j'ai passé 1 an quasiment avec une collègue de Rennes Métropole pour faire le tour de tous les services ville de Rennes, Rennes Métropole, pour leur présenter le dispositif, leur dire qu'ils allaient pouvoir être sollicités pour tester une solution ou qu'eux-mêmes allaient pouvoir être porteurs d'une expérimentation. Par exemple, l'expérimentation avec l'EHPAD, c'est le service des personnes âgées de la ville de Rennes qui nous l'a proposé en fait. Le service des transports, on a eu beaucoup d'expérimentations aussi avec eux, plutôt là de la volonté d'entreprise et pas de souhait du service. Et il y a un autre service avec lequel j'ai eu beaucoup d'expérimentations, c'est le service des déchets à Saint-Malo. Et là, c'est pareil, des entreprises qui nous sollicitaient pour pouvoir aller tester des solutions comme comment améliorer la sécurité dans les déchetteries un peu isolées, comment améliorer le passage des camions qui vont vider les bacs enterrés et qui viennent que quand il y a vraiment besoin et que le bac est plein. Ça marche. Et cette mission-là, tu nous l'as dit peut-être déjà, mais c'est une mission spécifique au 35, en fait, à Rennes Ouais, Métropole et Saint-Malo, financée par... Alors, dans les financeurs, sur le fond, il y a Rennes, Saint-Malo, la Rennes Métropole Saint-Malo Agglomération, et il y avait la Caisse des dépôts qui nous a accompagné, enfin qui a accompagné à la demande de Rennes Métropole ce fonds. Et on avait 2 partenaires privés qui étaient, non 3 pardon, le CMB, Enedis et Tourny Meilleur. Donc Tourny Meilleur, c'est un promoteur immobilier de la place rennaise. Et donc voilà. Et Ok. pour des raisons que je ne vais pas rentrer dedans parce que ce serait trop long, on a arrêté le fonctionnement du fonds en mi-2018. C'est pour ça qu'on en recrée un actuellement. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, je pense que c'est éclairant. Est-ce que ça fait réagir, Damien, du point de vue de Saint-Brieuc Agglomération, ce retour d'expérience rennais? Bah c'est industrialisé, on voit bien, hein. C'est clair que c'est l'étape d'après, c'est ce qu'ils ont réussi à faire à Rennes-Saint-Malo, donc c'est super intéressant, ils vont encore plus loin. On voudrait bien, on n'en est pas encore là, mais non, c'est ouais, après on voit bien, il y a énormément de projets aussi à sortir sur leur territoire, donc ouais, c'est chouette. Enfin, ce qu'elle va faire Frédéric, d'être une personne dédiée qu'à faire ça, bah, c'est super intéressant, c'est comme ça qu'on en génère plus, donc non, voilà, on espère qu'on en sera là dans 1 an. C'est à peu près ce qu'on va se souhaiter, quoi. Ok. Pour information, je ne suis pas à 100% sur ce sujet-là, hein. Ouais, ouais. Je suis à mi-temps, en fait. J'ai d'autres missions à côté, plus sur le développement des startups. Et du coup, alors pour ce qui est de l'inspiration, Frédéric, toi, comment tu le vois enfin, comment tu t'imagines le dispositif dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5? Est-ce que tu vois des choses exemplaires ailleurs? Dans quel sens tu penses que ça pourrait évoluer un dispositif de lab territorial de ce type-là? Ben, nous, on espère que les collectivités soutiendront toujours ce type de dispositif parce que c'est vraiment un apport important pour pour les jeunes entreprises innovantes ou même les moins jeunes, parce que ça leur permet vraiment de valider ce qu'elles ont, la preuve du concept. C'est vraiment une première mise sur le marché, c'est une référence pour elles. Une entreprise qui a testé avec une agglomération Briochine ou Rennes Métropole ou autre, elle va pouvoir afficher dans ses premières références clients, entre guillemets, ce qu'elle a fait avec ses collectivités. Et c'est vraiment un outil, je pense, qui répond vraiment aux besoins des entreprises. L'autre point, c'est que moi j'ai interrogé les entreprises qu'on avait accompagnées dans les expérimentations,
Ce qu'il nous disait, c'est que souvent, c'était pas le financement qui était le problème, mais c'était la mise en relation, enfin la valeur ajoutée importante, c'était la mise en relation dans des grands organismes tels Rennes Métropole, où il y a je sais pas combien de salariés et les services sont très compliqués et difficiles à identifier et à toucher le bon interlocuteur. Donc ça, c'est vraiment une force du dispositif. Et le deuxième point, c'est la partie financement, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est pas le principal, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres labs territoriaux que tu identifies en France ou en Alors, Europe et en qui seraient France, intéressants à regarder? en France, moi j'avais été voir à Paris, Paris Région Lab, qui a changé Oui, de nom désormais, mais qui était vraiment un concept très très intéressant. La grosse différence, c'est qu'eux, ils s'intéressaient surtout à des expérimentations portées par leurs partenaires. Parce que dans leurs partenaires, ils avaient Air France, JC2Co, et la plupart des expérimentations qu'ils lançaient, c'était un cahier des charges donné par JC2Co. Je veux installer des abribus connectés sur le territoire. Est-ce que vous avez des solutions à me proposer? Et donc nous, on est un peu dans le sens inverse. Mais ça, c'était un concept assez innovant. En PACA, il y a un PACA Lab qui existe, sauf que là, c'est un petit peu différent encore parce que c'est managé par la région PACA et c'est uniquement à accès numérique. Et leur finalité, c'était développer le numérique dans tous les territoires de la région PACA. Donc ok. mais c'est un autre dispositif de lab. Et à Strasbourg, il y a le Shadok, je crois, ça s'appelle. Et c'est un peu le même concept que nous, mais surtout à partir des besoins des collectivités. Ça marche. Donc, on voit qu'il y a de la créativité et une efflorescence de façons d'aborder le sujet entre collectivités. Et puis, il n'y a pas que les collectivités, il y a aussi beaucoup de labs publics Privé. dans le monde sanitaire, par exemple, le monde Tout à fait, ouais. hospitalier. L'État regarde aussi la collaboration avec les startups pour ses propres besoins et tout ça est en perpétuel renouvellement et en perpétuelle évolution. Peut-être pour avancer et terminer sur cette séquence de table ronde, est-ce qu'on peut, avec ceux qui restent, parce que François Guérec a dû nous quitter, avec Damien, avec toi Frédéric et Éloane également, est-ce que je peux avoir votre écho à chacun sur l'état d'esprit dans lequel il faudrait être quand on est une start-up et qu'on a quelque chose à proposer au secteur public, comment se présenter, quoi espérer et quoi ne pas espérer, et le conseil que vous auriez envie de donner chacun à une start-up qui aurait le souhait d'expérimenter de cette façon. Alors, en commençant par peut-être par Élouan, à qui on a. Ouais. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que le plus compliqué, c'est de pouvoir trouver les bons interlocuteurs quand on est dans ce type de démarche. Donc, pour trouver les bons interlocuteurs, faut essayer d'être présent au maximum, notamment sur les événements ou voilà, être accompagné par des dispositifs du territoire. Je pense à nous, à l'occurrence, on est accompagné par le village Baïséa, donc des Côtes d'Armor, qui nous ouvre justement des portes et du réseau. Là avec justement l'agglomération. Et voilà, c'est par le biais là que j'ai pu rencontrer justement Damien Leclerc. Et après, ça s'est fait. Donc vraiment, le plus compliqué, c'est voilà, chercher le bon interlocuteur. Et pour ça, c'est de pouvoir essayer de gagner en visibilité. Et gagner en visibilité, ça va se passer soit c'est de la mise en relation, participer à des réseaux, ou nous, c'est une des stratégies qu'on a opté depuis le début d'Eldom, c'est justement de passer des concours ou des appels à projets. Et suite à ces concours, voilà, c'est d'essayer de gratter quelques articles. Voilà, c'est toujours de la communication gratuite quand on est une startup, parce que généralement le budget de communication est de zéro, souvent au début. Donc voilà, c'est de chercher de la com gratuite. C'est comme ça qu'on gagne en visibilité et que voilà, on arrive à se créer on va dire son réseau petit à petit et qu'on arrive enfin à trouver les bons interlocuteurs. Ok. Toi, Damien, le conseil que tu donnerais à une start-up qui souhaite expérimenter avec le secteur public? C'est déjà de penser que tout est possible, ça c'est clair, comme c'est pas injouable. Après, l'avantage qu'on a sur notre territoire, c'est qu'on est un territoire à taille humaine, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus évident qu'à Rennes de trouver l'interlocuteur qui va bien parce qu'on n'est pas dans des services trop conséquents non plus. Donc non, c'est juste
ouais, d'avoir en tête que les collectivités n'ont pas la même agilité qu'elles, que les startups n'ont pas la même. Alors, on essaie d'être réactifs, nous, techniciens, après, on n'a pas la même agilité, ça c'est évident. On est souvent sur des temps longs, ce qui est compliqué à accepter pour une startup, hein, quand on commercialise un produit, qu'on le développe, on est souvent sur des temps longs. Donc, à bien anticiper ça, parce que on n'est pas des clients faciles, les collectivités, on essaye de l'être. C'est pour ça qu'on a ces dispositifs-là qui nous donnent un peu plus de souplesse et de réactivité. Mais voilà, en tout cas, par contre, d'essayer de se dire, voilà, une collectivité a beaucoup de compétences, il y a forcément un champ d'action sur lequel la startup peut rentrer, quoi. Donc, après, voilà, on essaie de simplifier les démarches, quoi. C'est surtout ça aujourd'hui, quoi. Mais en tout cas, ouais, le message, c'est tout est possible, appelez-nous, quoi. Ok. Et dans ton expérience, Frédéric, est-ce qu'il y a j'imagine que tu as vu aussi passer des échecs, malheureusement, des gens qui auraient voulu mais qui n'ont pas réussi à expérimenter avec les acteurs publics. Est-ce qu'il y a des éléments de posture, des éléments d'approche qui semblent clés? Je rejoins ce que disait Damien, hein. C'est vraiment, il faut être ouvert et puis bien comprendre que la collectivité, elle n'a pas du tout le même rythme que la jeune entreprise innovante. Et ça, c'est un point parfois qui est difficile à comprendre pour l'entreprise. Par ailleurs, j'ai eu un projet c'est super intéressant et qui n'a pas réussi à se déployer. C'était un consortium de 3 entreprises qui voulaient récupérer l'eau de pluie, les eaux grises de la maison et les eaux de ruissellement pour réinjecter dans le réseau des eaux, enfin les eaux des toilettes, quoi, en gros. Et donc ça, c'est interdit par un décret de l'ANSES. Et donc, on a essayé de trouver des choses à faire. Et en fait, il y a un dispositif qui s'appelle France Expérimentation qui permet d'avoir une dérogation temporaire à une réglementation nationale ou locale d'un dispositif. Et donc ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le mobiliser quand il y a besoin. Nous, on a eu pas obligatoirement un très bon, enfin, ça n'a pas été très productif, mais ça existe. Ça, c'est important à savoir, puisque il faut pas que l'expérimentation soit bloquée par un frein réglementaire. C'est un peu dommage. Tout à fait. Sinon, ça c'est voilà. Après, avec les collectivités, je pense qu'il faut être humble en arrivant et pas dire bah moi je sais tout et vous connaissez rien, parce que c'est un peu le réflexe que peuvent avoir certains créateurs, puisque les collectivités n'ont pas toujours bonne presse par rapport à leur fonctionnement, leur réactivité et autres. Par contre, ce que disait Damien, une collectivité, c'est une foison de métiers, une foison de secteurs d'activité. Ça va de la gestion de l'eau aux déchets, à la voirie, au transport en commun. Enfin, c'est vraiment pour une entreprise, ça peut être un terrain de jeu vraiment très très intéressant. Ok. Ouais, écoutez, merci pour ces retours et merci pour le point sur le cadre réglementaire qui, en effet, lui aussi peut faire l'objet d'expérimentation, qui peut être bloquant en première approche, mais l'État essaye d'ouvrir et de laisser les possibilités de faire évoluer temporairement le cadre réglementaire pour permettre des expérimentations. Pour être complet sur le sujet, je change un petit peu l'ordre qui était envisagé et je vous dis quelques mots d'un bel outil quand même pour accompagner des expérimentations avec le secteur public ou avec d'autres acteurs, hein, des acteurs grands comptes privés ou des acteurs associatifs, il n'y a pas forcément de frein là-dessus. C'est l'appel à projet expérimentation d'innovation numérique. Donc, François Guérec en parlait tout à l'heure, puisque Curity en a bénéficié, ça a été un pied à l'étrier pour Curity au début de son projet. L'appel à projet expérimentation d'innovation numérique, c'est un appel à projet de la région Bretagne, organisé en partenariat avec les 7 technopoles de Bretagne, donc tu connais bien également Frédéric, et qui est ouvert actuellement avec des premiers dépôts attendus pour la fin septembre. Donc si vous avez des innovations numériques qui gagneraient à faire l'objet d'expérimentation, il faut peut-être s'y intéresser. L'idée, c'est que c'est un soutien pour adapter ou décliner une solution numérique innovante pour sa mise sur le marché ou l'attaque d'un nouveau marché, une diversification de l'entreprise. L'objectif, c'est toujours de soutenir le fait d'avoir de premières références clients. Donc l'idée, c'est que ça soutient des dépenses de recherche et développement au sein d'une PME, éventuellement d'une start-up. Souvent une PME qui a déjà une brique techno un peu
mûri, hein. D'ailleurs, c'est pas le meilleur dispositif pour développer à partir de zéro une innovation. C'est plus un dispositif pour décliner une innovation existante sur un marché. Donc une PME qui a un projet supérieur à 50 000 euros de dépenses de R&D, avec une phase d'expérimentation, une phase d'évaluation, peut être soutenue par la région, soit en subvention, soit pour les plus gros projets en avance remboursable, dans le cadre de cet appel à projet. Et puis les expérimentateurs peuvent exceptionnellement avoir aussi des soutiens pour déployer ces expérimentations. On est à votre disposition, les collègues des 7 technopoles, sur ce sujet-là. Donc je rappelle que c'est en cours avec une date de dépôt au 30 septembre auprès des technopoles, puis à la mi-octobre auprès de la région. Puis on organise tous ensemble un webinaire, donc le 16 juillet, un webinaire sur ce sujet de l'appel à projet expérimentation d'innovation numérique de 10h30 à midi. Voilà. Mais je vous propose de passer sur la dernière séquence, qui est pour le coup une séquence success story avec une entreprise du territoire de Saint-Brieuc-Agglomération, des cas innovation. Arnaud, tu es toujours avec nous? Oui. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter des cas innovation? Donc, à chaque événement Saint-Brieuc, on accueille une entreprise qui a un peu d'historique, un track record significatif en matière d'innovation. Et on l'invite à se présenter et puis à nous donner quelques éléments et quelques conseils issus de toute son expérience. Donc, je te cède la parole. Eh bien, merci pour l'invitation. Voilà, simplement pour présenter des cas innovation rapidement. C'est une entreprise qui a été créée en 2008, donc dans l'agglomération de Saint-Brieuc. Notre métier, c'est de concevoir et fabriquer des systèmes électroniques. On a évolué petit à petit vers la mécanique également, puisque nos clients ont toujours besoin d'une boîte autour d'une carte électronique, ou parfois même de systèmes à commander, d'actionneurs, de moteurs, tout ça. Donc, on s'est équipé aussi avec des outils pour concevoir et fabriquer des systèmes mécaniques. Aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes, donc installées à Plérin. On travaille principalement dans les domaines de la robotique, de l'informatique industrielle et de la conception logicielle. Enfin, c'est un peu un ensemble. Ce qui nous différencie un peu de nos confrères, c'est que on est capable de faire chez nous en interne pratiquement tous les métiers de la conception du produit. On ne fait pas la plasturgie pour l'instant. Mais voilà, ça va donc de la partie électronique à la mécanique en passant par les logiciels qui sont embarqués dans les produits. Et donc, on a aussi la possibilité de fabriquer les produits que nous concevons. Voilà, après, on ne va pas s'étendre non plus trop longtemps là-dessus. On m'avait proposé de faire un petit retour d'expérience sur la période Covid donc, que nous avons traversée. Alors, nous, on a la chance d'avoir une clientèle, je pense, assez résiliente, c'est-à-dire qu'on travaille pour des systèmes d'infrastructure comme des robots qui vont faire des entretiens de canalisation ou des fabricants de désalinisateurs pour fabriquer de l'eau potable à partir de l'eau de mer. Donc, ça, c'est des choses qui seront nécessaires après comme avant le Covid. Donc, je pense que nous, notre résilience, elle est plutôt sur ces axes-là. On a réussi à maintenir l'activité puisque c'est pas quelque chose qu'on peut faire en télétravail facilement. Donc, on a réussi à maintenir l'activité chez nous pendant la période de confinement. On avait des commandes en cours qui avaient été prises avant. Il n'y a absolument eu aucune activité commerciale pendant le confinement. Mais donc, on avait des productions qui étaient en cours et on a repris des commandes également dès la fin du confinement, à partir de mi-mai. Et donc, voilà, pour nous, ce sera probablement pas une grande année. On se situe au niveau activité économique, là, pour l'instant, entre l'année dernière et celle d'avant. À savoir que l'année dernière, on avait doublé notre chiffre d'affaires. On était passé de 430 à 800 kg € à peu près. Donc, voilà, un peu en quelques mots. Pour vous citer des projets. Ouais, des projets. On travaille pas mal pour le domaine de la course au large. On équipe des bateaux de course. Donc là, plusieurs bateaux sont en train de préparer le Vendée Globe avec nos batteries et nos systèmes de gestion d'énergie. Le plus emblématique, c'est le trimaran massif de François Gabard.
Et également, on avait équipé Louis Burton qui est parti, donc, enfin lui est basé à Saint-Malo, avec Bureau Vallée 2 et qui avait fait donc, le Vendée Globe et avec nos systèmes, et ça s'était bien passé. Donc on est en train de travailler sur d'autres bateaux et d'autres projets actuellement. Voilà en quelques mots. Après, je suis disponible s'il y a des questions. Peut-être une question liée au sujet du jour. Dans le secteur public, il y a aussi par exemple des grandes entreprises comme EDF. Oui. Donc on a vu passer le logo discrètement sur tes slides. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment ça fonctionne, un projet avec une grande boîte comme ça? Oui, alors justement, merci Julien. On a eu des contacts il y a quelques années avec un site de recherche R&D d'EDF à Clamart en région parisienne. Ils avaient besoin en fait de concevoir un système pour surveiller la santé des alternateurs qui sont dans les centrales de production électrique, thermique et nucléaire. Ils avaient, eux, dans leur service R&D, élaboré des algorithmes et ils avaient besoin d'avoir en fait une carte, un système pour faire tourner ces algorithmes et pour pouvoir avoir une anticipation des pannes des alternateurs parce que ça coûte très cher quand ça tombe en panne en opération. Donc, ils cherchent au maximum à éviter ça. Et pour eux, donc, la solution, en fait, c'est les alternateurs sont arrêtés tous les 18 mois pour la maintenance et ce système qu'ils ont imaginé et qu'on a réalisé leur permet de pouvoir planifier pendant ces arrêts de tranche des maintenances. Alors, EDF, ils sont venus vers nous avec un cahier des charges. On a eu ce premier projet et puis on l'a livré en fait. Alors, c'est vrai que on est une petite entreprise et pour nous, EDF, c'est un client prestigieux, c'est une signature intéressante. Ça nous demande aussi des efforts parce que voilà, on n'a pas les mêmes processus, on est un peu plus agile, mais moins, enfin, je veux dire, on n'a pas tout le référentiel ISO que eux peuvent avoir. Mais bon, ça se passe bien. Et suite à ce projet-là, il y a eu un autre projet et qui d'ailleurs est en train de déboucher actuellement sur un appel à projet soutenu par la région Bretagne pour des systèmes de fauteuils roulants avec de la charge par induction et une automatisation en fait des déplacements du fauteuil. Donc là, c'est un projet qu'on est en train de construire avec l'INSA à Rennes, le pôle Saint-Hélier et Télécom Santé, qui sont en fait des entreprises qui travaillent dans le domaine de la santé, surtout centrées sur Rennes. Voilà. Et donc j'en profite pour remercier l'équipe du Zoopole qui nous a aidé à créer, déjà à faire connaître ces dispositifs, à monter les dossiers et qui nous accompagne tout au long de ce cheminement. Merci Arnaud. Et du coup, avec ce petit éclairage sur les projets en cours, on reboucle la boucle avec les expérimentations dans le secteur de la santé, dont on voit qu'il est particulièrement fertile en innovations diverses et en propositions de collaboration. Sinon, j'ai quelques points d'agenda à partager avec vous pour clore cette session. Donc c'est nos événements et puis ceux organisés dans le cadre du réseau de cette Technopole. Le gros événement à venir qui arrive et qui est très intéressant pour les startups souhaitant expérimenter avec le secteur public, c'est Business Connect, la convention d'affaires de la French Tech Saint-Brieuc-Bay, prévue le 8 juillet. Donc des rendez-vous B2B avec des grandes entreprises et puis aussi des collectivités, donc Saint-Brieuc Agglomération notamment y participera. C'est du réseautage d'affaires, c'est la possibilité d'échanges assez libres entre des collectivités qui ont des besoins et des startups, ou des métiers et des startups qui ont des propositions relatives à ces besoins, à ces métiers. Donc il est encore possible de s'inscrire, ce sera sur un format de webinaire, post-confinement oblige, mais ça permettra des échanges individuels et des premières mises en relation dont naîtront ensuite peut-être des projets de collaboration. Le 10 juillet, 2 jours plus tard, on organise avec Dinan Agglomération un petit webinaire sur la création d'entreprises innovantes pour les personnes que
On n'a pas encore reçu en création d'entreprise innovantes pour leur proposer les dispositifs, donc dans une logique d'ouverture. Et puis, on reprend un peu les bases de la création d'entreprise innovantes et des dispositifs qui permettent de l'accompagner. Ce sera Bastien qui l'animera plus particulièrement. Et puis, avec les 7 technopoles, donc au-delà du webinaire que je vous mentionnais du 16 juillet sur l'appel à projet expérimentation d'innovation numérique, 2 autres webinaires. Un webinaire d'information avec les pôles de compétitivité le 2 juillet sur les projets de R&D collaboratifs, donc plusieurs entreprises et un partenaire recherche. C'est ça que ça signifie, la R&D collaborative. Des projets assez conséquents, des projets qui commencent à 200 000 € souvent. Donc les pôles de compétitivité parleront aussi de la façon dont ils accompagnent et dont ils financent les projets de R&D collaborative. Et puis on aura quelques témoignages intéressants. Et puis le 8 juillet, un webinaire sur le sujet des financements européens, qui sont aussi le plus souvent des financements aux projets collaboratifs d'innovation, souvent des projets internationaux, des projets avec des partenaires d'autres pays. Donc le 8 juillet de 8h30 à 9h15. Vous pouvez vous inscrire à ces webinaires sur le site des 7 technopoles de Bretagne. Et puis de toute façon, on communique sur ces webinaires-là aussi par nos propres réseaux sociaux et par mail. Donc n'hésitez pas si vous avez un intérêt pour ces sujets. Voilà, il n'y a pas eu de questions posées depuis. Et puis on arrive sur la fin de ce petit webinaire. Première Symbriothèque à distance. J'espère que la qualité a été au rendez-vous. En tout cas, je remercie beaucoup les intervenants qui ont été, je crois, plutôt très clairs sur ce qu'ils présentaient. Merci à tous et à très vite pour une Symbriothèque, j'espère, en réel, en live et avec un petit verre de cidre à l'issue. Merci à tous, au revoir et à bientôt.